Bonjour tout le monde, qui se joignent à nous pour la première fois là, pour une capsule web. Mon nom est Kayla Rodrigue, je suis docteure en neuropsychologie spécialisée dans le développement de l'enfant et en parentalité consciente. J'ai eu l'idée de faire différentes capsules web sur le sujet du TDAH parce que c'est souvent le diagnostic que les gens m'appellent pour avoir une évaluation diagnostique. Donc, j'ai décidé de faire des mini-capsules sur comprendre le TDAH au-delà du diagnostic. Aujourd'hui, on est rendu à notre 4e vidéo. Donc, la série, ça se veut vraiment un processus dans lequel je vous amène un processus d'évaluation avec une approche holistique. Donc, si vous avez manqué les premières vidéos, je vous invite à aller les trouver dans le groupe Facebook Le Cercle des parents conscients. Et quelques semaines après leur diffusion, ils sont déposés aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller les réécouter si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, en fait, juste pour faire un petit résumé, la première vidéo, c'était vraiment une introduction sur pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'a amené à présenter ces mini-capsules-là. La deuxième vidéo, c'était vraiment pour clarifier pourquoi je devrais faire évaluer mon enfant. Clarifier les attentes aussi face à une évaluation, face à un diagnostic et justement distinguer la différence entre évaluation et diagnostic, tout ça à l'aide du modèle des 3 cerveaux. Ça, c'était dans la première partie. Dans la deuxième partie, on a vu tout le déroulement de l'évaluation. On a comparé l'approche médicale avec l'approche holistique, celle que j'utilise présentement. Ensuite, on a vraiment fait la distinction aussi entre évaluation cognitive et évaluation diagnostique à l'aide du modèle de la piscine. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment y aller creuser un peu plus les niveaux d'intervention. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là, avec ça? Un coup, soit que j'ai le diagnostic ou peu importe s'il n'y a pas de diagnostic, mais que j'ai appris là, à distinguer au niveau du modèle des 3 cerveaux où sont mes blocages, mes déséquilibres. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je veux juste m'assurer. Allô, Sandra. Allô, Lodalina. Merci d'être présente. Parfait. Alors, je vois les commentaires. Donc, n'hésitez pas justement tout au long du vidéo, si vous avez des questions, je vais regarder une fois de temps en temps pour répondre à vos questions. Et si vous écoutez la vidéo en différé, n'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires. J'irai vous répondre aussi. Ça va me faire plaisir. Je suis curieuse, là, j'ai posé la question, ceux qui sont là présentement en live, si vous avez eu une évaluation, si vous avez eu un diagnostic plutôt vous, mais aussi plutôt votre enfant, je serais curieuse de savoir quelles ont été les pistes de solutions qui vous ont été proposées ou que vous avez essayées. Soit qu'elle fonctionne ou on ne peut jamais s'attendre qu'une solution va fonctionner à 100%. Donc, peut-être écrire en commentaire un peu les pistes de solutions. On va pouvoir les classer là, dans les niveaux d'intervention que je vais vous présenter à l'instant. Donc, je serais curieuse de lire ça. Je vais justement commencer en partageant mon écran pour vous parler plus globalement, puis après, on va y aller en détail. Là. Quand je parle des niveaux d'intervention, je vais vraiment avec 3 niveaux. Donc, on va débuter à parler du premier niveau d'intervention. Donc, niveau 1, niveau 2, et ici, on va parler du niveau 3. Donc, le niveau 1, c'est vraiment un niveau d'intervention lequel on est plus habitué de voir, de faire. C'est souvent celui auquel on reste, là, la pointe de l'iceberg, je vais en parler un peu plus tard. C'est vraiment un niveau d'intervention de compensation, d'adaptation. Souvent que je vais dire, on va mettre un plaster sur le bobo. Des interventions plus court terme. Et les 3 niveaux d'intervention, là, on ne se le cachera pas, ils sont nécessaires. Ils sont importants les 3. C'est juste que moi, je pense justement qu'ils sont importants les 3, qu'il ne faut pas s'arrêter au niveau 1. Alors, ça, c'est le niveau 1 dont on va parler. Ensuite, le niveau 2, c'est des interventions qui vont se faire plus sur le moyen, qui peuvent être parfois court terme, mais moyen, parfois long terme. C'est vraiment des interventions de rééducation, de réalignement, quand il y a un déséquilibre, pour relancer la maturation affective. Donc là, on est vraiment en dessous de la pointe de l'iceberg.
quand je me réfère au modèle des 3 cerveaux, là, on va y revenir. On est dans les 3 cerveaux, justement, pour réaligner le tout, réduire les déséquilibres. Donc, on va voir c'est quoi qu'il y a là-dedans. Hein? Et au niveau 3, c'est vraiment au niveau environnemental, comment optimiser son environnement, parce qu'on sera. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est à faire en parallèle tout le temps et qui est à faire à vie. Là. Donc, plus tôt on le commence, mieux c'est parce que ça va venir empêcher de revenir créer ou diminuer là, la création de déséquilibre, de blocage. Ça aussi, on va y aller un peu plus dans les détails. Alors, si j'efface mes dessins ici, juste m'assurer que... Parfait. Allô, Émilie. Allô, Sandra. Sandra dit justement, je vais juste effacer ça, je vais revenir vers vous avant de poursuivre. Sandra dit, l'école propose de la médication, mais je ne veux pas aller vers cette option, pas tout de suite du moins. J'essaie de développer son calme et son organisation. Parfait. Oui, on va en parler effectivement de la médication qui va faire partie du niveau 1. Moi, je ne suis pas contre la médication dans le sens que c'est vrai que ça fonctionne, mais pour moi, ce n'est pas la seule option. Ça fait partie du bagage à outils et c'est juste de voir, OK, à quel moment est-ce que c'est bien d'aller vers là. Parlons-en justement un peu plus du niveau 1. Comme je disais, c'est vraiment des interventions court terme. Moi, ce que là, on est plus dans le comportement. On est dans la pointe de l'iceberg. Donc, nos objectifs avec les interventions de niveau 1, c'est vraiment comme arrêter le comportement, mettre un plaster sur le bobo. Sauf que ça ne va pas aller voir, OK, mais c'est quoi qui crée ce comportement-là? Mais ce n'est pas ça le but des interventions de niveau 1. Là, c'est juste, on veut rapidement essayer de les réduire parce que ça rend l'enfant non fonctionnel. Donc, effectivement, la médication, souvent, il y a 2 catégories d'intervention de niveau 1 dans lesquelles que je vois, là, avec lesquelles je travaille. Souvent, la première catégorie, celle qui est recommandée dans la plupart du temps, là, quand il y a un diagnostic de TDAH ou quand il y a plusieurs symptômes de TDAH qui rendent non fonctionnels, c'est la médication. Donc, on va revenir un petit peu sur les différents modèles que je vous ai montrés, soit le modèle des 3 cerveaux, celui de la piscine, et je vais vous en montrer un autre juste pour imaginer un peu c'est quoi le rôle de la médication, comment ça peut aider. Mais juste avant, parce que je vais le mettre en parallèle avec le deuxième aspect au niveau des aides compensatoires, là, au niveau du niveau 1, c'est tout ce qui est adaptation, aide comportementale. Donc, ça, c'est souvent la deuxième chose qui est recommandée le plus souvent dans la pointe de l'iceberg. Et là, je vais vous en donner des liens. Vous en connaissez sûrement déjà beaucoup, mais je vais vous en donner des liens qui donnent des exemples d'adaptation. Par exemple, donner plus de temps à l'enfant, aider à réduire les bruits sonores avec des coquilles ou des bouchons, mettre des paravents pour cacher un peu, réduire le matériel sur le bureau, donner des balles anti-stress, faire la respiration. Bon, tout ça, c'est des trucs comportementaux pour aider à réduire rapidement les symptômes, mais ce n'est pas ça qui va venir aider à moyen et long terme à aider, sauf qu'à court terme, souvent, on en a besoin. Donc, si je crée avec... Je sais pas si j'ai une façon... OK, parfait. Alors, je vais revenir à vos commentaires dans quelques minutes. Je veux juste vous montrer visuellement à quoi ça peut ressembler, comment ça peut se jouer un peu, là, ces interventions de niveau 1. Là. Donc, juste ici, je reviens avec le modèle de l'iceberg. Les interventions de niveau 1, on dit que c'est vraiment la pointe. On s'attarde sur le comportement. Donc, si je reviens au modèle de la piscine, ici, avec mon niveau d'eau. Donc, on se souvient qu'il y a un niveau d'eau, on se souvient qu'il y a des trous qui représentent les symptômes. Donc, ce que ça va faire ici, c'est comme la médication et les trucs comportementaux. Les trucs comportementaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir aider à
temporairement mettre un petit bouchon. Donc, on ne règle pas le trou, hein, on fait juste mettre un bouchon. Peut-être que des fois, le bouchon va sortir. Oh, il va falloir en remettre un peu. Et la médication va venir également patcher un petit peu plus longtemps, là, les trous aussi, mais ça ne vient pas les régler. Il y a quand même un trou. Dans le fond, on ne change pas le mur, là. On n'enlève pas le trou il reste là. Et ce que ça va faire, la médication aussi, c'est comme pas dans tous les cas, hein, les études ne sont pas nécessairement très claires là-dessus, mais il y a quand même des études qui démontrent que ça peut venir aussi augmenter le niveau d'eau dans la piscine. Donc, on se rappelle, le niveau d'eau, c'était plus au niveau de la tension cognitive, hein, puis les trous, c'était plus au niveau des symptômes comportementaux. Donc, la médication peut venir augmenter le niveau d'eau. Donc, ça, c'est par rapport au modèle de la piscine. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, puis là, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça serait plus avec le médecin que vous pourriez parler de ça, mais ce qui est démontré, c'est que la médication fonctionne dans 70% des cas. Donc, il y a quand même un 30% où est-ce que, la médication a un effet très minime ou pas significatif pour amener une amélioration. Donc, c'est pour ça que je me dis, il ne faut pas s'arrêter juste à la médication de 1, parce qu'elle n'est pas efficace chez tous, même si chez un plus grand nombre, oui, là. Mais, OK, si ça ne fonctionne pas, je fais quoi? Donc, c'est pour ça que le modèle, on ne s'attarde pas juste au niveau 1. Il faut aller voir en dessous, ne serait-ce qu'aussi en parallèle, ne serait-ce dans le but que d'aller trouver la source, d'aller à la source de tout ça. Et là, même si ça fonctionne, il y a toujours, OK, quelle molécule, parce que parfois, on va essayer une première molécule, ça va fonctionner, tant mieux. Mais des fois, il faut faire plusieurs essais là, avant de trouver la bonne molécule qui fonctionne. Et ensuite, le dosage. On y va très progressivement pour trouver tout ça. Et souvent, là, oui, il y a des effets positifs, tant mieux, mais il arrive qu'il y a des effets secondaires. Donc, c'est toujours le ratio, est-ce qu'il y a plus d'effets positifs que d'effets secondaires? Donc, ce n'est pas nécessairement magique, là, la médication. Il y a vraiment un processus, mais c'est sûr que si on tombe dans la voie où est-ce que j'ai trouvé la molécule rapidement, le dosage rapidement, j'ai presque juste des effets positifs et ça fonctionne, là, je suis dans 70%. C'est vrai que là, l'enfant, on en voit des cas où est-ce que l'enfant change du tout au tout puis accède à son potentiel parce que, vous voyez, c'est ça, là, on bouche les trous, on donne accès au potentiel. Donc, on ne peut pas nier l'efficacité, bien entendu, de la médication. Alors, juste ici, je vais juste revenir vers vous, voir si vous avez des commentaires. Alors, Émilie dit offrir souvent des périodes de jeu dehors, changer l'alimentation. Oui, on va y revenir à ça. Travaux jeux individuels, calme, les coquilles. Ça c'est tes pistes de solutions. Super. Faire des courtes périodes de travaux scolaires, dîner beaucoup. Donc, dans ce que tu nommes, vraiment, il y a un mélange de plein de niveaux d'intervention. Fait qu'on va pouvoir les décortiquer. On poursuit. J'avais envie de vous faire très rapidement, là, je n'irai pas dans les détails, mais une image que j'utilise parfois avec des clients, l'image de la voiture, pour aider aussi à mieux comprendre le travail de la médication parce que souvent, on entend parler que la médication, des fois, malheureusement, on voit l'enfant, « Ah, mais j'ai besoin de ma médication, sinon je ne peux pas fonctionner ou je ne fais rien sans ma médication. » Ou c'est comme si l'enfant devenait un peu, là, existait grâce à sa médication et ça, il faut faire attention à ça, là. Et une image qui peut être aidante à utiliser là, pour faire cette distinction-là, c'est l'image de la voiture. Donc, bon, là, vous allez encore excuser ma qualité de dessin. Mettons qu'ici, on a une voiture. Comme ça. Et là, ici, il y a un mur. La voiture, elle s'en va rentrer dans le mur. Comme ça. Ce qui va arriver, c'est que, bon, on peut faire rapidement l'image. Dans la voiture, il y a un moteur. Le moteur pourrait être le niveau parallèle au niveau d'eau. Quelle est la capacité cognitive générale qui fait en sorte, est-ce que ma voiture, par exemple, va très vite, moins vite? Bon,
au niveau de la vitesse générale, on va dire de la voiture, le potentiel de vitesse, là, de traitement de l'information, entre autres. Là. Ça pourrait être une image qu'on donne. Et mettons ici en dessous, là, je vais l'imager avec les roues, là, on peut parler des freins. Est-ce que tout ça pour imager le côté de capacité d'inhibition, hein, souvent ce qui manque chez les enfants avec un TDAH, c'est-à-dire d'être capable de freiner, d'être capable de s'arrêter pour réfléchir, arrêter un mouvement moteur, arrêter une parole, ça, dans le fond, penser avant de parler, réfléchir avant de parler, tout ça. C'est les capacités d'inhibition au niveau du cortex préfrontal. On va l'imager avec le frein. Donc, effectivement, tout ça va venir jouer là, sur le fait de, par exemple, si j'ai manque de frein, et il y a pas mal des risques que j'aille foncer dans le mur versus si j'ai des bons freins. Mais si je reviens, mettons, au niveau de la médication ici, comment expliquer par rapport à ça? Peut-être que la personne, elle n'a pas accès, remarquez, pas accès à ses freins. C'est-à-dire peut-être qu'elle a une immaturité affective parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, le frein est plus ou moins fonctionnel de façon naturelle là, chez l'enfant. Donc, on ne peut pas s'attendre qu'avant 7 ans, un enfant soit nécessairement capable de freiner, on va dire à proprement parler. Est-ce que l'enfant est envahi par ses émotions? Est-ce qu'il est en train de vivre quelque chose de très envahissant? Donc, même les adultes, si on est envahi, on perd un peu l'accès. Là, mettons, si on parle d'adultes sous l'influence de certaines substances, on perd l'accès à notre frein. Donc, il y a ça qui est intéressant. Mais est-ce que, pour continuer avec l'image, est-ce que notre frein est brisé, absent, un peu comme si on avait un frein non fonctionnel. Et ça, encore là, ça peut amener par un blocage affectif, un manque d'intégration au niveau de la maturation, mais ça peut être un manque aussi au niveau cognitif, le manque d'inhibition, comme je parlais. Donc, la médication, ce que ça va faire, mettons si je l'image avec ça ici, elle peut jouer sur différents plans. Dans le fond, elle va aider à donner accès, en fond, augmenter ici l'utilisation des freins, soit, encore là, comme je vous dis, selon les études, ça peut être divergent, mais elle peut augmenter si le frein est non accessible, le peu de frein, elle peut augmenter l'accès au frein. Donc, que le frein soit plus fonctionnel. Donc, l'enfant arrive enfin à breaker. Mais elle peut aider aussi à augmenter l'accès. C'est comme si l'enfant sortait un peu d'un brouillard et disait « Ah, OK, j'ai un frein. Ah, je peux peser dessus. » Donc, il y a ça aussi qui peut aider avec la médication pour différentes raisons là, que je ne rentrerai pas dans toutes les raisons au niveau de l'accès l'interaction biochimique que ça crée. Mais gardez en tête que ça peut donner accès au frein, ça peut aider à augmenter l'efficacité du frein. Ensuite, et là, c'est là que la distinction que je veux amener, mais d'avoir un frein ou d'avoir pas de frein, c'est pas ça qui va faire, même si on va moins vite, c'est pas ça qui va faire changer l'orientation de la voiture. Donc, oui, on peut aller moins vite, mais la voiture, elle s'en va toujours dans le mur. Donc, l'enfant, c'est lui qui reste le responsable avec ou sans médication. C'est lui qui reste responsable, qui est au contrôle de son volant, puis qui peut décider de tourner son volant pour ne pas foncer dans le mur. Donc, il pourrait avoir même un frein plus ou moins fonctionnel et tourner son volant pour ne pas foncer dans le mur. Et ça dépend. Et là, encore là, il y a plein de facteurs. Là, ça dépend un peu de la conscience de l'enfant, de sa capacité de contrôler son volant. Ça dépend aussi, encore là, des fois, la médication peut donner cet accès-là à conscience. OK, je contrôle mieux mes choses. Donc, oui, mais après ça, c'est quand même l'enfant avec ses capacités-là qui décide de tourner à droite et à gauche. Et ça peut se travailler de différentes façons. Mais ça, c'est juste pour démontrer un peu que ce n'est pas la médication qui va venir contrôler la voiture, qui va tout faire. La médication va aider à montrer l'accès à tout le potentiel, mais peut-être va venir augmenter le frein, mais après ça, l'enfant reste le chef de lui-même. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites un petit peu de, si ça vous parle, l'explication un peu de
de la voiture. Hein? Souvent, c'est un petit modèle que j'explique rapidement, là, juste pour faire la distinction que la médication ne fait pas tout, que l'enfant doit continuer à prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses et à contrôler son corps. Ah, il y a eu un problème de connexion, on dirait. Bon, c'est revenu. Parfait. OK. Alors, on va effacer tout ça. Je reviens vers vous. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous partager quelques outils. Donc, je ne vais pas énumérer parce que souvent, les parents disent, ah, OK, qu'est-ce que je dois faire dans tel contexte, tel contexte. Le problème avec les interventions de niveau 1, c'est qu'on ne peut pas donner, ah, toi, prends tel outil, ça va fonctionner pour toi. C'est des essais-erreurs. Donc, on a un bassin, un coffre à outils, un panier d'outils, peu importe, et on essaie pour l'enfant, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour lui. Des fois, l'enfant, de bouger en travaillant, ça va être aidant. Un autre, ça va être plus dérangeant. Des fois, d'avoir de la musique, des fois, d'avoir des coquilles, ça va être aidant. L'autre, ça va être plus dérangeant. Donc, c'est vraiment de tester. Donc, il existe des sites Internet, je vais vous en mettre après le live, je vais vous en mettre dans les commentaires. Là. Par exemple, la clinique Focus, qui est dirigée entre autres par le docteur Annick Vincent, celle qui a écrit le livre Mon cerveau a besoin de lunettes. C'est vraiment spécialisé là, dans les interventions de niveau 1. Son site est très bien fait pour ça. Je vais vous donner le lien si vous voulez aller vous inspirer. Là. Il y a plein d'outils qui sont répertoriés sur le site Internet. Et un autre outil qui est intéressant, c'est un document qui date, là, mais qui est encore d'actualité. C'est Plan de match TDAH, donc qui a été mis disponible sur le web. Donc, je vais souvent, c'est un outil qu'on se partageait en tant que psychologue scolaire, puis pour aider au niveau des plans d'intervention. Je vais vous mettre le lien également en commentaire. Vous allez pouvoir aller fouiller là-dedans, puis voir selon la problématique de votre enfant, quel outil qui pourrait être utilisé, selon les symptômes plutôt. Les comportements de votre enfant. Donc, quels sont les... Oui, ça, c'est les outils qui peuvent aider dans ces... on va dire, professionnels à aller voir là, pour vous aider avec ces interventions de niveau 1 là. Il y a bien sûr le médecin. Là, quand on parle de médication, c'est vraiment celui-là qu'il faut aller voir au niveau de la prescription. Ensuite, le pharmacien peut aider, bien entendu, à ce niveau-là. Et au niveau de tous les trucs comportementaux, d'adaptation, encore là, il y a plusieurs personnes. Ça peut être le TES à l'école qui travaille par rapport à ça. Par exemple, moi, je collabore avec Kim Savard, qui est vraiment l'experte dans la gestion de comportement, qui est aussi une experte invitée dans mon programme, le programme Croître, qui vient aider les gens à trouver les astuces, les trucs comportementaux là, pour aider justement à court terme. Et c'est super utile. Elle a une vraie mine d'or d'informations. Elle est directrice chez Famille Renfort. Donc, votre TES à l'école peut vous aider, le psychologue aussi. Beaucoup de psychologues travaillent seulement avec le niveau 1 encore. Donc, ils vont vous aider à trouver les outils comportementaux, psychoéducateurs. Donc, il y a un ensemble quand même d'intervenants qui peut aider à ce niveau-là, au niveau 1. Est-ce que j'avais d'autres informations à vous dire au niveau 1? Est-ce que c'est clair pour le niveau 1? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir par rapport à ça. Sandra dit, mon garçon aura 8 ans en août. Je vois qu'il mature beaucoup dans les dernières semaines. J'espère que ça va l'aider à mieux gérer ses émotions. Effectivement, on va rentrer maintenant au niveau 2 quand on va parler de gestion, maturation au niveau émotionnel. Vous allez voir un peu où est-ce qu'on en vient par rapport à ça. Alors, entrons dans le niveau 2. Je vais encore partager mon écran. Quand on parle de niveau 2, si je refais l'image de l'iceberg ici, donc niveau 1, on est dans la pointe de l'iceberg, tout ce qui est comportement. Niveau 2, on va entrer dans les 3 cerveaux. Alors, ici. Le niveau 2, c'est vraiment des interventions pour venir, comme je disais, relancer les processus de maturation, soit au niveau neurologique, soit au niveau émotionnel, soit au niveau de rebalancer tout le microbiote, entre autres celui de la flore intestinale. Donc, ça, c'est vraiment des interventions qui se veulent parfois,
Parfois court terme, on voit des différences, mais souvent plus moyen et parfois long terme. Donc, c'est vraiment tout dépendant de la problématique, de la profondeur de la problématique, de notre génétique aussi. Ça peut être plus ou moins long. Si j'y vais avec le premier cerveau, hein, c'est-à-dire celui de la tête qu'on a vu ici, là. Si on y va avec le premier cerveau, je vais vous parler de différentes approches qui peuvent être faites par rapport à ça. Donc, moi, comment je l'explique aux clients, on peut y aller de façon pointue. Donc, aller travailler toutes les sphères qu'on a trouvées individuellement qui sont touchées. Pardon. Par exemple, si on voit un déséquilibre au niveau moteur, au niveau de la motricité fine globale, au niveau du langage, au niveau visuel, l'optométrie développementale. Donc, on pourrait aller voir, puis souvent, c'est ce qu'on fait dans nos rapports en tant que neuropsychologue, là, dans nos évaluations, on pisse différentes problématiques, soit langagières, motrices, visuo-perceptuelles et tout ça. Et là, on va aller référer à chacun des professionnels spécialisés dans la prise en charge de ça. Et par exemple, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, là, j'en nomme, on va dire ceux qu'on voit le plus souvent, mais il y en a plusieurs, là. Ergo, orthophoniste, orthopédagogue. Et là, je fais un petit point sur les orthopédagogues, là, parce qu'il y en a qui vont travailler plus dans le niveau 1, puis il y en a qui vont travailler un peu plus dans le niveau 2. Mettons au niveau visuel, les optométristes spécialisés en optométrie développementale. Donc, vraiment, eux, ben, le problème avec ça, c'est que tu es obligé, quand tu as plusieurs problématiques, tu te retrouves à aller voir comme 5 professionnels différents pour tes différentes problématiques. Donc, ça peut être vraiment coûteux, long, énergivore, là, mais chaque professionnel travaille vraiment dans une optique de maturation avec la plasticité cérébrale. On va relancer les processus de maturation. Donc, ça, c'est super. Par exemple, je vais revenir sur la notion d'orthopédagogue parce que certains vont travailler plus au niveau 1, c'est-à-dire dans les stratégies, comme dans le fond, on reprend l'enfant la difficulté en classe à faire certains travaux, on le reprend en plus petits groupes pour juste pas mieux expliquer, mais expliquer, prendre plus de temps, expliquer différemment, trouver différentes stratégies, outils. Ça, pour moi, c'est du niveau 1 d'orthopédagogie qui est utile, nécessaire. Mais si on veut vraiment rentrer dans le niveau 2, là, on parle vraiment plus de rééducation ou même de remédiation cognitive que certains neuropsychologues font, mais pas très nombreux à faire de la remédiation cognitive. Moi-même, je me suis formée en remédiation cognitive, mais quand j'ai rencontré OptiNeurone avec Annick Pelletier, j'ai vraiment tombé en amour avec leur approche qui est basée sur la science, mais qui va vraiment dans une optique de développement également. Et donc, là, je ne rentrerai pas dans les détails de leur approche, mais vraiment, c'est celle souvent que je réfère. Et Annick Pelletier, OptiNeurone, collabore aussi dans mon programme Croître pour venir expliquer un peu plus son approche. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Donc, ça, c'est les interventions de niveau 2, je dirais, pointues, quand on va voir un intervenant à la fois. Mais il existe aussi une option plus diffuse, c'est-à-dire comment je vais aller travailler sur mon cerveau pour relancer sa maturation, pour aller redonner accès à tout le plus possible de mes fonctions cognitives. Et cette approche-là, souvent, ça se travaille en neurologie fonctionnelle. Une personne que je recommande, c'est le docteur Janie Leblanc, qui est chiropraticienne en neurologie fonctionnelle. Donc, j'ai collaboré avec elle pour mettre en place là, sur le web son programme iNeuro, programme qu'elle a bâti avec sa collègue Raphaël Ramonsen. Et c'est vraiment un protocole, un programme vraiment formidable pour relancer la maturation neurologique qui va faire en sorte que le cerveau, on va dire, en guillemets, reprend sa place, les différentes fonctions générales, fonctions cognitives, régions du cerveau se mettent à mieux collaborer une avec l'autre, mieux communiquer, l'enfant a accès à son potentiel. Donc, un peu ce que la médication va faire de façon artificielle, comme augmenter le message pour que le cerveau se comprenne bien, mais il y a un travail qui se fait en dessous de façon naturelle avec le programme iNeuro, que toutes les interconnexions se recréent, donc avec la neuroplasticité.
Et petite anecdote, là, on est présentement dans la première cohorte du programme iNeuro qui se donne en virtuel. Il y a vraiment des clients là, qui ont des transformations. Ça vient juste de commencer, puis vraiment des clients qui ont des transformations exceptionnelles. Là, ça fait des années qu'ils travaillent avec des outils de clé environnementale, mais aussi de niveau 1, puis que ça fait un certain effet, mais sans plus. Et là, wow, ils vont à la base, à la source, et wow, ça crée des choses très intéressantes, vraiment. Là. Et Janie aussi est collaboratrice dans le programme Croître. On apprend vraiment plus sur le modèle des trois cerveaux qu'on a créé ensemble. On va mieux comprendre son approche. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, souvent, ce que je vais faire, ce que je vais recommander aux clients, tout dépendant de leur niveau d'énergie, de leur enfant aussi. Donc, ils peuvent commencer avec l'approche diffuse, donc relancer la maturation neurologique. Puis ensuite, s'il reste des choses plus pointues à aller travailler, par exemple au niveau du langage, là, on pourra aller référer à l'orthophoniste qui, elle, va être vraiment spécialisée, va vraiment aller travailler pointu le langage. Parce qu'avec le programme en neurologie fonctionnelle, on ne va pas travailler pointu, ça va tout travailler, tout va reprendre sa place. Là. Donc, mais après, ça se peut qu'il reste des petites choses à aller travailler. Parfait. Avant de poursuivre. Ça ici, c'est pour le cerveau plus qu'on nomme la tête. Ensuite, je vais revenir avec le cerveau du cœur à la fin, vu que c'est plus mon expertise. Au niveau du ventre, tout le rééquilibrage au niveau de on va dire du microbiote, il y a différents professionnels aussi qui peuvent travailler là-dessus. Il y a certains médecins avec une approche une approche alternative qui vont être ouverts à travailler de cette façon-là. Sinon, la plupart sont plus médication, donc niveau 1 avec trucs comportementaux. Il y a les nutritionnistes diététistes avec qui on peut travailler toute la flore intestinale. Il y a bien sûr les naturopathes et il y a dans le programme iNeuro que je parlais juste avant que ce cerveau-là est également pris en charge. Donc, toujours dans une optique de sauver de l'énergie, de ne pas s'éparpiller. Souvent, je recommande souvent le programme iNeuro qui est très vaste, qui va chercher plusieurs points. Parfait pour ça. Et le dernier cerveau, dans le niveau 2, c'est le cerveau du cœur, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, la maturation émotionnelle. Comment relancer la maturation émotionnelle? Là, il y en a qui parlaient justement dans les commentaires, qui voyaient une différence. Hein? Là, je sens mon enfant plus mature et ça a un impact sur ses symptômes, ses comportements. Mais effectivement, donc quand on va retravailler toute cette maturation-là, émotionnelle. Et là, je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. C'est quoi la maturation émotionnelle? C'est quoi qu'il faut regarder? Comment ça se travaille? Ma prochaine vidéo sera là-dessus. J'ai changé un peu mon planning, là. Donc, je vous en redis quelques mots à la fin du vidéo. Donc, juste pour revenir, qui peut faire ça, là, cette relance-là de maturation émotionnelle? Encore là, il y a différents intervenants. Soit qu'on y va avec l'enfant. Là, je prends toujours pour acquis qu'on parle du TDAH chez l'enfant, là. Donc, on peut y aller en psychothérapie avec un psychologue, un thérapeute, avec l'enfant qui va l'accompagner, souvent avec l'aide du parent, à relancer sa maturation affective, à aller régler des blocages psychologiques également. Une autre façon, et c'est celle que moi, avec celle que je travaille présentement de plus en plus, c'est en coaching parental, c'est-à-dire j'accompagne le parent à s'éveiller à son pouvoir parental parce que le parent est la solution pour son enfant. C'est juste, parfois, on manque de connaissances, des fois, on a des croyances erronées et tout ça. Donc, c'est de réaligner tout ça pour comprendre, OK, comment mon enfant fonctionne, pourquoi il y a ce type de comportement-là et comment réagir, comment intervenir d'une façon qui va l'aider à maturer. Donc, ça, c'est ce que je fais avec le programme Croître la prochaine cohorte va débuter à l'automne. Et vraiment aussi, on a vraiment des bons résultats, là. Souvent, c'est un ensemble. Parfois, le client peut travailler seulement le cerveau du cœur et voir des résultats. Oh mon Dieu, ça fonctionne, j'ai plus besoin, tout est rentré dans l'ordre. Mais parfois, il y a différents cerveaux qui sont touchés, donc il faut aller travailler à différents niveaux. Et je vais aussi mettre dans les commentaires plus tard, je vais vous partager
Un document. Il y en a peut-être qui l'ont déjà. Il y a beaucoup de nouveaux qui ne l'ont peut-être pas encore. C'est un document sur différentes interventions bienveillantes, conscientes. Ça va déjà vous donner des pistes sur comment interagir avec votre enfant pour relancer sa maturation affective. Moi, comment j'ai créé ce document-là, c'est que j'ai lu une panoplie, peut-être plusieurs d'entre vous le font aussi, une panoplie de livres, d'auteurs, d'articles scientifiques sur la parentalité bienveillante. Et souvent, quand on finit de lire ces livres-là, on a des beaux concepts, de la belle théorie, mais on dirait qu'on reste un petit peu avec OK, mais comment j'applique ça? Qu'est-ce que je fais? Donc, dans ce document-là, moi, je me suis vraiment forcée, là, vraiment concentrée pour, oui, mettre un peu de théorie pour que ça soit clair, mais surtout les outils concrets. Vraiment résumer, c'est quoi les outils concrets? Comment je l'applique au quotidien? Mais je ne vous cacherai pas que souvent, les parents avec ça, déjà, il y en a qui ont des transformations, mais la plupart disent OK, wow, je vois le potentiel, mais j'ai besoin d'aide pour mieux comprendre comment l'appliquer. Et là, c'est là que le programme Croître peut être intéressant par la suite. Mais vous aurez quand même gratuitement là, le document. Il y a une dizaine de pages sur comment j'interviens en général de façon bienveillante, consciente pour aider la maturation de mon enfant, comment j'interviens pendant une crise, après une crise. Donc, je vais vous mettre le lien tout de suite après le vidéo en commentaire. Super. Alors, donc, vous voyez que c'est pas, quand on parle d'outils, c'est pas si simple, fais ça, puis c'est réglé. Non, non, tu sais, il y a une réflexion à avoir, puis il y a une priorisation. On va y revenir à la fin, OK, comment je priorise tout ça. Là, je vous montre. Puis des fois, on va travailler dans les 3 niveaux en même temps. Donc, c'est vraiment de voir, OK, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que je fais du niveau 1, mais qu'en parallèle, je fais du niveau 2, puis qu'en même temps, je fais du niveau 3. Donc, justement, parlons-en un peu du niveau 3. Le niveau 3, c'est l'optimisation dans l'environnement. Si je reviens au modèle, ici, donc, c'est comme si on faisait notre cercle autour. L'environnement, c'est ce qui va faire, souvent, c'est ce qui va venir créer des blocages, des déséquilibres. Donc, c'est important de venir optimiser son environnement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tu sais, je vais vous nommer les grands points, mais je ne vais pas y aller dans les détails ici, là, dans cette vidéo-ci. Souvent, on entend parler du sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, tout ce qui est la gestion des écrans, mais aussi tout ce qui est au niveau des relations. C'est pour ça que des fois, les clés, pas les clés, mais les niveaux d'intervention se chevauchent, dans le sens que les relations, comment mes stresseurs dans les relations vont impacter, vont venir créer, mais on peut se servir de la relation parent-enfant pour venir relancer la maturation au niveau 2. Donc, parfois, ça peut se chevaucher. Donc, ces clés-là, pour en apprendre plus, parce que je ne vais pas les détailler ici, je vous invite aussi à aller télécharger mon document des 10 clés environnementales. Donc, c'est un document gratuit où est-ce que j'ai résumé les 5 premières, là, plus en détail, avec des outils concrets. Et vous pourrez donc pousser ça de vous-même. Souvent, je recommande, allez le lire, allez, parce qu'on ne peut pas tout travailler les clés environnementales en même temps, là. Juste de voir lesquelles seraient mettons, en choisir une ou deux que vous voudriez aller travailler. Puis, OK, dans ces deux-là, quel serait mon prochain pas? Quelle serait ma prochaine étape pour améliorer? Donc, on y va petit à petit, parce qu'on ne peut pas, il n'y a personne qui est parfait sur ces clés-là. Donc, je vais aussi mettre ce lien-là si ça vous intéresse. Qui peut aider comme professionnel à aller nous accompagner là, dans l'optimisation de notre environnement? Bien, souvent, il y a les naturopathes que c'est leur expertise là, de regarder l'environnement, entre autres l'alimentation et plein d'autres facteurs pour nous aider là-dedans à optimiser ça. Donc, dans le programme Croître, il y a Danick Legault qui est naturopathe, qui travaille avec les jeunes ayant des diagnostics ou des problématiques, entre autres, qui vient nous aider, nous éclairer, qui vient faire un webinaire, qui est un expert invité. Donc, ça, on est chanceux de l'avoir avec nous. Donc, il y a un naturopathe, mais il y a aussi différents intervenants là, qui peuvent vous conseiller là-dessus. Justement, je parlais de ma collègue Kim Savard aussi qui était elle va accompagner les gens les familles dans l'amélioration de leur routine pour réduire le stress, le sommeil et tout ça. Donc, oui, ETS, travailleurs sociaux, psychologues peuvent aider aussi là-dessus, bien entendu.
Donc, ce n'est pas exhaustif, là, il y en existe plein. C'est juste de voir, OK, qui peut m'aider à gérer cette clé-là? On va voir, je viens de vous donner des pistes et il y a le document que je vous parle qui peut être intéressant à les télécharger. Je vais juste m'assurer. Alors, j'espère que ça va bien jusqu'à maintenant. Là, on a vu les 3 niveaux d'intervention. Le niveau 1 qui est plus la compensation, le niveau 2 qui est plus, OK, comment je relance les processus de maturation. Puis là, à 3 niveaux, le niveau neurologique, affectif et tout ce qui est le microbiote. Et on a vu le niveau 3 en parallèle, comment je vais optimiser mon environnement pour éviter de me recréer des blocages le plus possible, bien entendu. Mais là, comment prioriser tout ça? C'est-à-dire, OK, par quoi je commence un peu? Puis souvent, de la manière que j'aime le faire, c'est en utilisant le modèle du cerveau dans la main de Daniel Siegel. Et là, encore là, je vais y aller très rapidement pour le résumer. Daniel Siegel parle du cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas. Le cerveau d'en haut, ça serait les doigts qu'on replie ici là, sur notre pouce. Le cerveau d'en haut, c'est tous les processus cognitifs, tout ce qu'on a besoin, entre autres, à l'école pour apprendre, se concentrer, se maîtriser. Les processus d'inhibition qu'on parlait tout à l'heure, tous les processus aussi un peu plus sociaux, relationnels, l'empathie, prendre soin de l'autre, penser à l'autre, se mettre à la place de. Ça, c'est tous des processus du cerveau d'en haut. En dessous, dans le cerveau d'en bas, il y a 2 sections. Il y a le côté, moi, ce que j'appelle le système d'alarme, hein, ce qui est plus les amygdales, le cerveau émotionnel. Donc, est-ce que le système d'alarme est bien réglé? Là, on revient à la sphère de maturation émotionnelle parce que ça, quand ça sonne, là, ding, 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 c'est-à-dire quand il y a un stresseur qui arrive, quand j'interprète quelque chose de mon environnement comme stressant, ce que ça fait décoller le cerveau d'en haut, surtout chez les plus jeunes. En bas de 5-7 ans, comme on disait, c'est presque pas collé ce cerveau d'en haut-là. Il est presque tout le temps comme ça, notre enfant. Mais plus l'enfant vieillit, plus l'enfant, avec des interventions bienveillantes, conscientes, plus on amène l'enfant à arriver à connecter son cerveau d'en haut, donc à réfléchir, à l'utiliser de plus en plus. Mais sinon, on continue le système d'alarme et tous les instincts de survie, c'est-à-dire est-ce que j'attaque, je fuis, je fige et tout ce qui est par rapport au système nerveux. Donc, au niveau des... j'ai une vidéo qui parle juste du cerveau de Daniel Siegel. J'en ferai probablement un autre live par rapport à ça pour expliquer plus en profondeur. Mais ici, le point est que la façon que le cerveau se développe, c'est du bas vers le haut comme ça, là. Donc, il y a tout le cerveau d'en bas qui se développe en premier. Et après, avec les années, le cerveau d'en haut se développe pour venir, c'est les fonctions exécutives qui sont super importantes, là, mais c'est vers la fin là, que ça se développe. Et il y a des études qui démontrent que ça se développe jusqu'à 40 ans. Donc, vers la vingtaine d'années, souvent, on va dire, le principal est là, mais jusqu'à 40 ans que ça se développe. Donc, c'est sûr que nous, là, dans nos interventions de niveau 1, on est tout le temps ici. On est tout le temps en train d'essayer, je vais donner des trucs pour son attention, je vais aller travailler tel aspect au niveau du cognitif, de la cognition. Donc, on est beaucoup là-dedans là, au niveau scolaire. Sauf qu'on ne prend pas le. Donc, on commence un petit peu à l'envers, même si dans les faits, c'est ça qu'on veut qu'il arrive là, à l'école, que l'enfant soit comme ça, puis qu'il soit capable de travailler, puis de se concentrer, puis de bien interagir. Sauf que si on force à travailler ça, qui ici, ce n'est pas, on va dire, bien intégré, fonctionnel, on travaille un peu à contre-courant. Donc, comment travailler par le cerveau d'en bas en premier? Donc, souvent, c'est de travailler avec le système nerveux et de travailler avec le côté émotionnel. Et c'est là que le fou la poule, il y en a qui vont commencer avec le système émotionnel, c'est-à-dire il y en a, je vais parler de mon expérience, il y en a qui vont venir mettons, faire le programme Croître, donc on travaille la maturation émotionnelle, ça a un bon effet. Donc, oups, là, ça donne accès, puis là, on travaille avec le parent sur comment aider notre enfant à avoir accès à son cerveau d'en haut. Et là, on voit des résultats. Puis il y en a d'autres que, voyons, on travaille fort, puis il me semble que ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Puis là, souvent, c'est là que c'est des signes que, encore plus creux, là, le cerveau, pas le cerveau, mais tout ce qui est le système nerveux va être équilibré. Là, c'est là que souvent je réfère
au programme de ma collègue Janie, iNeuro, qui va venir tout rééquilibrer. Puis là, on va avoir accès à notre système émotionnel qu'on va pouvoir ajuster et après, on va avoir accès à notre cerveau d'en haut. Donc, souvent, selon la situation dans l'anamnèse, quand je cible les 3 cerveaux, il y en a que je vais conseiller de prendre les 2 en parallèle, le côté du cœur, puis les 3 cerveaux, dans le fond, en parallèle à travailler avant d'aller travailler le cerveau d'en haut. Puis il y en a d'autres qui vont travailler, qui vont commencer, par exemple, avec le programme de ma collègue, le programme iNeuro, puis que, ils n'auront pas nécessairement besoin de venir avec moi dans mon programme parce que ça va s'équilibrer parce que tout est relié. Hein. Puis il y en a d'autres qui n'auront pas le choix de faire les 2. Donc là, ça dépend de chacun. Donc moi, souvent, je dis, on va commencer du bas vers le haut. Puis parce qu'après, un coup que le cerveau d'en haut va être intégré, on va voir ce qui va rester. Peut-être que les comportements vont être très diminués, que là, il va avoir accès à son potentiel, donc on n'aura plus besoin d'aller travailler spécifiquement, mettons, l'attention, la mémoire, parce que ça va s'être développé avec la maturation. Et sinon, là, on va pouvoir savoir exactement à quoi travailler et ça va avoir plus d'efficacité à ce moment-là. Alors, ceci était pour au niveau de la priorisation. Je ne sais pas si ça vous aide, ça vous donne des pistes au niveau des solutions. Donc, là, je vous rappelle qu'il y a différents documents à télécharger. Donc, il y a les clés environnementales pour optimiser le niveau 3. Il y a le document d'intervention bienveillante, consciente, qui va vous aider, oui, au niveau 3, tout dans votre relation par-enfant, mais qui va aider aussi si c'est appliqué, c'est bien appliqué, de relancer la maturation affective de l'enfant. Et la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment approfondir ce côté-là de relancer la maturation en disant, OK, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi de la maturation affective? C'est quoi les étapes? Sur quoi qu'on peut se fier pour aller travailler? Dans le fond, je vais vous présenter un peu ce que je travaille dans le programme Croître avec le modèle de l'arbre de vie. Vous allez voir un peu quelles sont les pistes d'intervention à aller creuser par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si moi, ça fait le tour aujourd'hui des informations que je voulais vous donner sur les pistes, les niveaux d'intervention, les pistes de solutions. Je vais aller voir s'il y a des questions, des commentaires. Je serais curieuse de savoir, là, suite à l'écoute de cette vidéo-là, finalement, à quel niveau vous pensez que vous êtes en train de travailler avec votre enfant? Est-ce que vous êtes resté dans le niveau 1? Pensez-vous que vous avez travaillé le niveau 2? Puis si oui, avec quel professionnel? Ça serait intéressant que vous les nommiez aussi. Et avez-vous travaillé le niveau 3? Qu'est-ce qui a été le déclencheur là, des résultats? À quel niveau que ça a été le plus efficace pour vous? Donc, et je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que s'il n'y a pas de questions, je vais aller me dépêcher aussi à aller mettre les liens pour que vous puissiez aller tout de suite télécharger ça, aller regarder ça sur Internet. Le Delna dit, Gabor Maté, j'imagine, dans son livre L'esprit dispersé, il dit que l'enfant TDA a donné plus d'attention qu'il en a reçu. Je trouve que ça revient à ce que j'ai appris dans la cohorte par rapport à l'importance de l'attachement. Qu'en penses-tu? Bien, merci, Dalina, de ta question. C'est vrai je trouve qu'on pourrait l'analyser à plusieurs niveaux, là, cette phrase-là que tu dis, que l'enfant a donné plus d'attention qu'il en a reçu. Donc, oui, on peut le percevoir au plan affectif, hein, dans le sens que, sans savoir, des fois, les parents, on a l'impression de tout donner à notre enfant, on fait ce qu'il faut, puis c'est vrai, oui, non, mais l'enfant, ça ne remplit pas sa piscine, on dirait. C'est comme si on ne le faisait pas de la bonne manière. Il manquait un petit quelque chose, là. Un petit quelque chose simple, mais parfois difficile à appliquer, là, mais qui va faire en sorte que sa piscine d'attention au niveau affectif va se remplir. Fait que dans ce sens-là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et ça, on travaille très bien au niveau du programme Croître, le programme Croître, je vais vous en parler un petit peu la semaine prochaine avec le modèle de l'arbre de vie, mais vous allez voir après, vers le fin août, là, je vais plus vous en parler. L'autre façon que je l'entends aussi, c'est que de nos jours, on surstimule les capacités attentionnelles. Donc, dès un tout jeune âge, entre autres par les écrans, là, mais par tous les stresseurs de vie, on est toujours en demande d'attention. Donc, peut-être que
je l'entends un petit peu comme ça, là. On a pris l'attention, on demande l'attention beaucoup, beaucoup de l'enfant par rapport à ce qu'on lui donne, par rapport à ce qu'il a eu le temps de se développer aussi naturellement. Je l'entends un petit peu de cette façon-là aussi. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut se ramener dans des modèles de plus de jeu calme, dans la nature, de prendre du temps. Donc, revenir à la base. Hein. C'est ce qu'on voit dans le programme Croire. OK, c'est quoi les besoins essentiels au niveau développemental de l'enfant? Donc, effectivement, merci de ton commentaire. Alors, parfait. Merci à tous ceux. Il y a d'autres commentaires qui viennent d'arriver. Alexandra, où peut-on avoir de l'information sur le programme iNeuro? Mais on va vous en redonner. Il faut que je regarde ça justement avec Janie, là, à savoir quand est-ce qu'on relance une nouvelle cohorte. Mais suivez dans le groupe, là, vous allez en entendre parler. Sinon, vous pouvez aussi aller suivre la page du docteur Janie Leblanc, chiropraticienne. Donc, ça, on vous en reparle plus à l'automne. Justement, Émilie dit le plus efficace a été le programme de Janie pour nous. Oui, tu sais, Émilie, tu as travaillé très fort, puis justement, ça a été cette clé-là qui a réussi à faire débloquer le reste. Puis tout le reste, après, ce n'est pas perdu. Tu vas juste pouvoir le mettre plus en application, effectivement. Ça fait des années qu'on travaille sur les clés environnementales. C'est ça, des fois, le problème, ce qu'on voit aussi dans différents programmes, dont le mien, puis celui avec Janie, c'est que des fois, on a beau travailler sur les clés environnementales, mais si c'est déséquilibré là, dans les 3 cerveaux, c'est sûr que ça va aider un petit peu, mais là, ça prend un petit coup de pouce là, pour aller rééquilibrer le tout. Pourquoi on travaille sur les clés? C'est important, c'est pour éviter, un coup que ça s'est rééquilibré, c'est pour éviter de se remettre dans le déséquilibre. Sauf qu'il faut quand même aller rééquilibrer dans le milieu. Fait que là, c'est ça qu'Émilie dit qu'elle a fait et qu'elle a eu des beaux résultats. Fait que super. Alors, merci pour les capsules. Alors, parfait. Donc, ceux qui écoutent en différé, n'hésitez pas à commenter, écrire vos questions. J'irai répondre et on va se revoir la semaine prochaine. Il reste 2 capsules, en fait. La semaine prochaine, on va le faire sur le modèle de l'arbre de vie, comment comprendre la maturation de l'enfant, c'est quoi les équitables, c'est quoi les signes de maturation. On va aller voir ça. Et la dernière, on va y aller en Q&A. Dans le fond, je vais être disponible pour vous. Ça sera vraiment dans une formule Zoom. Vous allez venir avec moi sur Zoom, on va se voir, on va parler ensemble pour répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Merci, au revoir.